Allez, l'environnement change, on parle de l'inflation, on parle de la hausse des taux d'intérêt, on parle des risques de récession. Comment vont se comporter les SCPI face à ce nouvel environnement? Est-ce que les gestionnaires font évoluer leur stratégie? On en parle pendant un peu plus d'une demi-heure avec nos invités du club expert IMO. Avec nous aujourd'hui, fidèle au poste, le président du directoire de Primonial REM France, Grégory Frappé. Grégory, bonjour. Bonjour. Avec nous également le directeur général de la Française REM, Marc-Olivier Penin. Bonjour. Bonjour. Fidèle au poste également, Marc Bertrand, directeur général d'Amundi Immobilier. Marc, bonjour. Bonjour. Et le quatrième larron de cette équipe, c'est Éric Costra, le président de Perial. Éric, bonjour. Bonjour Jean-François. Allez, on attaque tout de suite. On est donc au mois de juillet dans la vie démocratique des SCPI. Il y a les assemblées générales. On va faire un tout petit tour de piste pour savoir un peu comment elles se sont passées et essayer. Nous, on a fait de notre côté un sondage auprès des CGP pour préparer cette émission. Les assemblées générales, c'est l'occasion de voir quelques, parfois rares, associés. Comment ça s'est passé chez vous, Grégory ? Écoutez, c'est un rendez-vous important de la vie sociale avec les associés qui sont très nombreux, puisqu'ils sont près de 40 000 clients chez Primonial REIM France. Pour autant, pour les assemblées générales qu'on a tenues de manière physique, ils ont été assez peu représentés. Les associés qu'on a vus étaient satisfaits de leurs produits, mais assez peu nombreux, et ont réfléchi à trouver d'autres formats pour échanger avec eux, notamment des formats digitaux. Marc-Olivier Penin. Même constat, après la période de crise sanitaire, on a l'impression que tous les investisseurs n'ont pas retrouvé l'assemblée physique. On en a reçu, on a un bon échange, mais avec un nombre nettement moins important que par le passé. Il y a eu un effet un peu nouvelle vague de Covid ou pas ? Je ne pense pas que ce soit nécessairement la nouvelle vague. Je pense qu'on a tenu pendant 2 années consécutives des assemblées à huis clos par nécessité. Et je pense que les porteurs de parts ont un peu perdu l'habitude de venir aux assemblées physiques. Même sentiment chez vous, chez Amundi Immobilier ? Non seulement sentiment, mais clairement, on pense que l'Assemblée générale physique ne touche pas à cette personne, et donc on développe d'autres supports vidéo pour que, sur une clientèle essentiellement d'ailleurs provinciale des réseaux de crédit agricole, c'est une bonne chose que de pouvoir mettre à disposition de l'information autrement que par un déplacement physique. Voilà. Donc le peu de gens qui viennent ne manifestent pas d'inquiétude, il n'y a pas de sujet, mais on cherche vraiment à toucher les gens autrement. On pense qu'on ne reviendra pas en arrière sur le sujet. Éric Costra, votre sentiment dans ce que vous avez vu, vous avez eu des questions ? Alors on a eu beaucoup de questions. Pour ceux qui étaient présents, toutes les résolutions ont été largement adoptées à la grande majorité, donc soit par correspondance, soit pour voir au président. Et malheureusement, comme mes confrères, je constate une raréfaction de présence. Et je trouve ça très dommage parce que la SCPI est un des rares produits qui permet justement cette représentation et cet échange avec les épargnants. Les équipes de Perial se donnent beaucoup de mal pour faire des belles présentations. Et donc on réfléchit également aussi à d'autres solutions pour pouvoir réactiver ces assemblées, qu'elles soient de manière en virtuel ou en présentiel. Ok, alors on va tenter de répondre aux questions qu'on ne vous a pas posées ou qu'on vous a posées. En tout cas, on va essayer de faire un point qui va être apprécié, je l'espère, à la fois par les distributeurs, mais je sais aussi qu'il y a des conseils de surveillance qui suivent régulièrement cette émission sur les SCPI. Premier sujet qu'on va regarder, l'inflation. Alors on se dit, sur le fond, c'est une bonne nouvelle, parce que on va réindexer les loyers. Est-ce qu'on va réussir à passer les réindexations de loyers sans difficulté ? Marc Bertrand, tiens. Moi, je pense que sur l'indexation, le fait d'appliquer le mécanisme d'indexation dans les baux, la réponse est oui. Non seulement on va le faire, mais moi, je n'anticipe pas de réaction très très forte, en tout cas sur les locataires de bureaux. Maintenant, il ne faut pas simplifier, je pense, la relation de l'immobilier à l'inflation. Oui, on indexe les loyers, mais par contre, les loyers de marché ne sont pas nécessairement indexés. La relation est plus complexe que ça. Donc, dire inflation égale bonne nouvelle parce que indexation, globalement, c'est pas faux. Mais c'est un peu plus compliqué que ça dans la vraie réalité. C'est-à-dire que ce n'est pas une réaction mécanique de l'immobilier en général. Marc-Olivier Penin, Marc dit on va présenter les augmentations.
Et entre guillemets, d'après ce que vous dites, les gens vont payer. Est-ce qu'il ne va pas quand même y avoir un deuxième effet qui se coule derrière en disant, bon, ok, les gars, ils vont payer, ça n'empêche que le jour où on va arriver au renouvellement du bail, ils risquent d'attendre les propriétaires un peu au tournant. Alors effectivement, l'indexation, elle est contractuelle, donc on va appliquer le contrat et l'indexation. L'indexation, pour prendre un chiffre, hein, c'est la première année de forte indexation qu'on va avoir devant nous. Le dernier index sur les bureaux, qui est l'ILAT, augmenté de 5,10%. Donc les locataires vont être indexés dans ces proportions-là qui sont importantes. Je pense que la question, elle se pose effectivement si l'inflation forte dure, et c'est quand même ce qu'aujourd'hui on voit comme scénario principal. Qu'en sera-t-il la deuxième ou troisième année de forte inflation? C'est là où il peut y avoir des comportements un petit peu différents suivant les locataires, leur capacité à payer, et puis je rejoins Marc, le marché locatif auquel on s'adresse. Ok, là on est en train de parler du bureau, l'ILAT c'est le tertiaire. Grégory Frappé, est-ce qu'il faut distinguer les différents marchés? On a vu Bruno Le Maire qui a fait une sortie en disant que dans le projet de loi pouvoir d'achat, il voulait caper les augmentations de loyer à 3,5%. Le jour où il y a eu cette annonce, moi j'ai reçu illico dans ma boîte mail je ne sais quel syndicat qui disait qu'il fallait appliquer la même règle aux commerçants. Est-ce que, comment pour vous vont se comporter les différents marchés? Déjà, dans un contexte de relative incertitude, le tronc commun des SCPI, c'est sur la visibilité sur la rente et la relative protection contre l'inflation induite par l'indexation. Et je pense qu'il y a assez peu de produits d'épargne qui restent aussi peu volatiles sur la rente d'une part et avec une meilleure rémunération que les produits de taux. Sur le bureau, je partage ce qui a été dit par les confrères. Je pense que la santé financière des entreprises permet de passer les indexations, mais qu'il y a ensuite des marchés locatifs assez différenciés. Mais ma conviction, c'est qu'en matière d'immobilier de bureau, on pourra passer les indexations. Le sujet, c'est plus l'obsolescence, le cas échéant de l'objet. Sur l'immobilier de santé, on n'a pas de difficulté non plus à faire passer les indexations. En tout cas, on ne le constate pas. Sur le résidentiel, c'est très encadré. Je pense que le résidentiel sera un des grands gagnants du nouveau contexte de marché. Et enfin, peut-être le cas particulier des commerçants. Après la crise sanitaire, après les gilets jaunes, je pense qu'il sera très compliqué de prendre la totalité et qu'il faudra des mesures de tempérament de la part des bailleurs. Je me mets à la place de ceux qui sont derrière l'écran. Résidentiel, grand gagnant de la crise actuelle. Comment on peut être le grand gagnant si on se fait caper ses loyers? Alors, on se fera caper les loyers, mais c'est peut-être un des échanges qu'on pourra avoir après. Il y aura peut-être plus de force de rappel des valeurs métriques dans un contexte, le cas échéant, de remontée des taux. Ok. Eric, votre sentiment et on voit, alors on sait par exemple que chez les commerçants, c'est un critère qu'on regarde, la capacité, combien leur coûte leur loyer par rapport à leurs charges, etc. Est-ce que les propriétaires, vous allez être de plus en plus vigilants, entre guillemets, dans la sélection du locataire pour vous dire, il faut qu'on ait des structures en face qui soient suffisamment solides pour pouvoir accepter. Si on se prend 5% par an pendant 3 ans, ça va finir par faire lourd. Alors je crois que nous sommes déjà vigilants dans la sélection du locataire et on l'a vu que lors du confinement et du Covid, combien au fond nos locataires ont payé les loyers, même si nous avons effectivement rééchelonné ou en tout cas engagé avec eux une certaine des négociations. Et je pense que c'est un petit peu près la même chose pour l'inflation. Rappelez que l'inflation sur le plan macroéconomique, c'est quand même l'immobilier et la classe d'actifs qui protègent de l'inflation. Ça, je pense qu'il faut quand même le rappeler et c'est une réalité. Maintenant dans le fine-tuning et dans l'aspect microéconomique, évidemment, les propriétaires, chacun de nous, vont pouvoir négocier s'il le faut sur les motifs de réindexation. Mais on a des locataires solides, des entreprises qui fonctionnent bien, qui gagnent de l'argent. Je rappelle qu'on a quand même une belle croissance économique en France, et donc avec des entreprises solides, et qu'il n'y a pas de raison à ce que les loyers soient payés. Le seul risque, c'est le risque politique, selon moi, c'est-à-dire avec un éventuel blocage des loyers, ou en tout cas caper le taux d'indexation. Ok.
Sur l'environnement, Marc-Olivier disait l'inflation paraît durable. Est-ce qu'il y a une sorte de consensus pour dire qu'on ne reverra pas le 2% d'inflation d'ici à minima de 3 ans? Vous travaillez tous dans ces hypothèses-là? C'est compliqué. Je crois qu'on vit un moment qui est assez difficile parce qu'on vit un moment de tension assez forte et de grosse fièvre. Et je pense qu'on ne peut pas dissocier l'inflation des taux. Et on est dans cette espèce de période d'incertitude dans laquelle tout monte très vite. Après ça, je pense qu'il y aura forcément un rééquilibrage. Ce que l'on sait de l'inflation, c'est comme le tube de dentifrice, c'est-à-dire que c'est plus facile à sortir qu'à rentrer. Et donc après ça, il va falloir effectivement trouver les moyens et éviter la récession, trouver les moyens justement pour pouvoir la juguler. Alors, on va me parler de ça. Effet, on le voyait tout à l'heure avec Nadine Trémolière, début du mois de juin, très forte hausse des taux longs, notamment aux États-Unis. L'argument qui vient le premier, c'est l'inflation. Et on a les taux longs qui, en France, avaient dépassé la barre des 2%. Je voudrais qu'on essaie de creuser, pour comprendre pour les CGP, la relation de la dette et des SCPI. C'est des choses que vous avez tous beaucoup développées dans les années passées. Qu'est-ce qui s'endette? On s'endette quand on achète un immeuble, donc sur une opération spécifique. C'est le véhicule SCPI qui s'endette. Marc-Olivier, ça fonctionne comment? Alors on a, pour beaucoup d'entre nous et tous autour de la table, profité des périodes de taux très bas qu'on a eues pour endetter les véhicules, pour acheter des immeubles. On a profité des taux bas et on a emprunté sur des périodes de 5, 7, 10 ans, mais plutôt 7, 10 ans pour la française en tout cas, à des taux qui sont à 1,40% en moyenne. Et on a échelonné les remboursements et les tombées des emprunts. On a endetté les véhicules SCPI avec ce qu'on appelle un loan to value, un niveau d'endettement qui est resté, je dirais, relativement limité et un peu protecteur, autour de 20%. C'est-à-dire que voilà, pour 100 d'immeubles, on a emprunté à peu près 20 chez les banquiers. C'est une opportunité qu'on a saisie de façon progressive sur les 7 dernières années, schématiquement, c'est la période de taux bas. Et aujourd'hui, on a ces financements dans nos véhicules qui sont à taux fixe, donc pas concernés par la remontée des taux. Et on peut compter pour les périodes restantes de ces financements à taux préférentiels. Je continue à essayer de creuser la technique. On emprunte quand on achète un immeuble en disant au banquier, je vous mets l'immeuble en face, ou on emprunte en tant que structure, en tant que corporate, en disant j'ai besoin d'aide et puis je l'affecterai le moment venu en fonction de mes besoins. Grégory? Alors, dans le véhicule SCPI, on l'affecte plutôt à l'acquisition d'un immeuble. Comme l'a expliqué Marc-Olivier, ça a quand même permis, pendant des périodes où les taux de rendement à l'acquisition baissaient, de mettre un financement qui était relutif. Quand on investit à 4,5 et qu'on se finance à 1,40, on voit que ça permet de maintenir la rente de la SCPI. Et ce moment de marché, si les taux continuent à remonter, aujourd'hui sur 7 ans ou 10 ans, on est autour de 3,30 points de base, c'est terminé. Il y a une autre source de financement pour les SCPI, c'est pour faire ce qu'on appelle l'adéquation actif-passif, une sorte de ligne de crédit revolving qu'on appelle des RCF. Et elles, on peut encore les mobiliser, les tirer dans de très bonnes conditions parce qu'on doit être autour de 1,20 ou 1,30%. Donc les financements hypothécaires, à mon avis, c'est un peu derrière nous et on peut encore jouer sur l'adéquation entre l'actif et le passif pour avoir cet effet relutif. Ok, on a Patrick qui pose la question, vivre à crédit sera-t-il toujours possible? Marc Bertrand? C'est la question de est-ce qu'une dette doit être remboursée systématiquement? La question, c'est plutôt comment est-ce qu'on roule la dette. Les SCPI... Roule la dette, ça veut dire qu'on remplace... on remplace de la dette par de la dette à son arrivée à échéance. On remplace aux nouvelles conditions de marché, d'où l'avantage d'avoir des financements longs avec des étagements progressifs. Et puis après, on va réguler au moment où on va faire les arbitrages à ce moment-là, soit on va renouveler la dette, soit on va en rembourser une partie par des ressources d'arbitrage, ou pourquoi pas une ressource de la collecte qui arrivera. Petite précision, parce que c'est quelque chose qui pourrait venir à l'esprit de nos amis prescripteurs, les SCPI auraient bien voulu s'endetter sur les marchés en émettant des obligations. Malheureusement, juridiquement, ce n'est pas possible. Sinon, au lieu d'aller systématiquement voir les banquiers, on aurait pu faire des lignes de crédit comme le font les foncières. Mais c'est juridiquement impossible, c'est bien dommage. Ok, aujourd'hui, la dette, ça a été un vrai apport. On peut considérer que si les taux restent au niveau actuel, c'est du passé, Éric Cosserin?
Alors oui, la dette a été un véritable apport, et c'est l'un des outils de création de valeur, ce n'est pas le seul. On a rappelé quand même que la SCPI est faiblement endettée, jusqu'à une hauteur réglementaire de 40%, et généralement, par prudentiel, on est plutôt en dessous. Et puis également, nous, gérants de SCPI, on a très très bien vécu sans dette pendant très longtemps. On a utilisé une opportunité qui était nécessaire avec les taux bas. Cette période est effectivement révolue avec l'argent gratuit, mais simplement, c'est que nous allons continuer à gérer les patrimoines et à créer de la valeur avec un peu moins de dette. Parfait. Oubliez votre micro-marché, pardonnez-moi l'expression, pour regarder le marché global de l'immobilier dont vous êtes un des acteurs, mais dont vous n'êtes que l'un des acteurs. Il y a des acteurs institutionnels, etc., qui investissent en direct. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur le marché immobilier, cette remontée des taux d'intérêt? Est-ce que finalement, la logique de financement de l'immobilier va pas fondamentalement changer? Et si demain, il y a moins de dettes dans l'ensemble du marché pour acheter des immeubles, il y aura peut-être aussi moins de capitaux et moins de pression sur les prix. Marc Bertrand. Je dirais que rien n'a fondamentalement changé. C'est-à-dire que les fondamentaux, on les a vus, simplement, il y avait un équilibre des différents paramètres entre eux. Taux de la dette souveraine à zéro, taux des emprunts à court terme, et puis taux immobilier. Mais ces paramètres-là, on a oublié, effectivement, parce que les paramètres ont été quelque part forcés vers le bas par la politique des banques centrales pendant pas mal d'années, mais en fait, ils ont toujours été mouvants. Donc, est-ce que ça va avoir un effet sur l'appétit et sur l'allocation d'actifs? La réponse est oui. Globalement, oui. Après, dans quelle proportion? Je pense que tout le monde, en ce moment, dans une phase de réajustement, ne sait pas le prédire avec... vous savez, les économistes, en général, on se disait tout à l'heure, est-ce que ça va revenir? Oui, en fait, la prévision qu'on fait, c'est toujours que ça revient à la moyenne. Mais c'est pas tout à fait... On n'y passe pas très longtemps en général. On n'y passe pas très longtemps en général, et c'est rarement exactement comme ça que ça se passe. Mais là, on est en pleine transition de phase, et c'est vrai que c'est un moment un peu inconfortable, c'est-à-dire qu'il y avait un équilibre qui était d'ailleurs assez forcé par la politique de la Banque centrale. Cet équilibre, aujourd'hui, est remis en cause. On va arriver à un nouvel équilibre. Où est-ce qu'il se positionnera exactement? Aujourd'hui, moi, en tout cas, pas pour mes confrères, mais pour moi, très humblement, je ne sais pas le dire exactement. Donc on va s'adapter. Mais je rejoins Eric. Après, on aborde ça avec beaucoup d'atouts dans notre manche. Oui, alors pour compléter les propos de Marc, après, on a dans le marché de l'immobilier des sous-marchés et on a des immeubles qui ne se ressemblent pas tous les uns les autres. Il y a par exemple, on peut penser à des sujets particuliers comme les ensembles immobiliers de très grande taille qui voyaient souvent venir des investisseurs, alors étrangers en partie, français pour d'autres, qui avaient recours nécessairement à des volumes de dette importants. On peut se demander si, dans un premier temps, cette conséquence de la remontée des taux de financement touchera pas plutôt ces actifs-là. Le deuxième sujet que je vois aujourd'hui avec la remontée des taux, c'est aussi la difficulté à signer des VFA, des ventes en état futur d'achèvement, c'est-à-dire des actifs neufs dernière génération qu'on aime profondément avoir dans nos patrimoines, mais avec des prix payables au fur et à mesure, qui vont être libérés dans le temps, qui vont arriver sur le marché livrés dans 2 ans. Et ça aussi, c'est compliqué à pricer aujourd'hui dans le marché. Grégory Frappé, votre sentiment par rapport à ça? On parlait des grands immeubles, on parlait des investisseurs internationaux. Les grands immeubles, il y en a pas mal chez vous. Vous discutez aussi avec des investisseurs internationaux. Comment vous voyez les choses? Sur le niveau de la remontée des taux, ça va exclure provisoirement du marché un certain nombre d'acteurs qui étaient très leveragés. Il y aura un peu moins de compétition et c'est peut-être une bonne chose parce qu'on est arrivé à un moment où les taux étaient extrêmement bas et où d'ailleurs il était difficile pour les SCPI de continuer à investir avec autant de compétition. Si on enlève un certain nombre d'acteurs, les collecteurs d'épargne auront la capacité de continuer à investir en equity, c'est-à-dire avec leurs fonds propres, et peut-être de renforcer, de mutualiser leur patrimoine avec des bons actifs sur lesquels il y aura moins de compétition. Moi, comme Marc, je n'ai pas de boule de cristal. En revanche, ce que je sais peu ou prou, c'est que si on indexe les loyers de 5%, on peut assumer une remontée des taux de 20 à 25 points de base. Au-delà, on voit que l'on attaque la valeur en capital. Donc, l'énergie des banques centrales
à réguler l'inflation, quitte à nous mettre en récession, aura un impact à la fin de la journée sur la valorisation de l'immobilier. Sur donc les SCPI, je pense que c'est plutôt une opportunité d'avoir moins de compétition à l'acquisition. Et sur les investisseurs en général, institutionnels, ils sont aujourd'hui dans des logiques d'arbitrage. Est-ce que le rendement risque par rapport à une OAT ou une obligation est le bon ? Est-ce qu'ils vont devoir procéder à des arbitrages en plus-value pour générer des résultats ? Mais l'immobilier a des atouts et tirera son épingle du jeu. Alors, on va continuer là encore pour bien comprendre, parce que, on le disait tout à l'heure, on est dans une phase qui est assez cruciale où on manque singulièrement de visibilité. Donc, quand on manque de visibilité, on va déjà faire de la pédagogie pour essayer de comprendre ce qui peut se passer, c'est déjà beaucoup. Éric, je voudrais qu'on regarde le risque de repricing éventuellement d'un certain nombre de marchés. Si je comprends bien ce que m'a dit Grégory, on peut avoir éventuellement deux forces contraires. Une force négative qui va être la remontée des taux, qui fait qu'il y aura moins de pression en termes d'acheteurs, et une force positive qui va être à la réindexation des loyers. Et que tout ça, ça peut s'équilibrer certains temps. Vous voyez les choses comment ? Vous vous dites qu'il y a des marchés qui sont plus dangereux que d'autres, sur lesquels il y a plus de risques de repricing que d'autres ? C'est également mécanique, c'est-à-dire qu'une remontée des taux, qu'est-ce qui va être le plus impacté ? On a parlé des acteurs value-add qui, forcément, à partir du moment où ils s'endettent à 90%, là, vont avoir effectivement des business models, des business plans qui vont être obligés de revoir. Il y a aussi, c'est le marché prime qui va surtout le plus avoir un impact sur son prix lorsque les taux sont relativement bas. Maintenant, ça c'est un réajustement entre le taux de crédit et la valeur des actifs. Maintenant, pour un marché, et on voit bien dans le marché de l'immobilier, c'est-à-dire que pour que les prix baissent véritablement, c'est qu'il faut qu'il n'y ait plus de marché, un déséquilibre offre-demande. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a d'autres acteurs qui sont des acteurs que nous sommes et qui investissons avec un moindre effet de levier. Nous avons tous ici réalisé des très belles collectes au premier semestre, donc nous allons continuer à investir. Donc nous allons continuer à pouvoir alimenter le marché, et comme le dit Grégory, avec un peu moins de pression et de concurrence, parce qu'il y a certains retraits d'investisseurs qui, eux, effectivement, ne viendront plus. Question, les experts, quand ils vont regarder les valeurs, quand ils vont définir les valeurs d'expertise en fin d'année, pour la plupart, c'est quoi qu'ils regardent comme critères ? Véritablement, c'est, je dis là vraiment, on est vraiment dans une période invraisemblable, puisque on faisait l'émission il y a 15 jours. On avait le 10 ans français qui avait largement franchi la barre des 2%. On est 15 jours plus tard, il est repassé en dessous. Donc la visibilité qu'on a, elle est mais très faible. Les experts, c'est quoi qu'ils regardent ? Les loyers, le niveau des taux. Est-ce qu'ils ont tendance à réagir sur des indicateurs macroéconomiques qu'on va voir de la part d'économistes, ou est-ce qu'ils vont finalement attendre qu'il y ait des transactions qui soient actées sur le marché pour prendre leurs décisions ? Si on essaie de voir, parce qu'on sent bien qu'il y a Pascal qui nous pose la question en disant est-ce qu'il y a le risque d'une décote comme dans les années 90 ? Donc on se pose la question des valeurs de part. Comment ça fonctionne tout ça ? Comment on définit les valeurs d'expertise ? Et comment derrière on définit les valeurs de part ? Qui veut attaquer ? Je peux attaquer. Bien sûr, les experts vont regarder les aspects locatifs de près. Et je pense que l'important pour nous, gérants de SCPI, c'est d'avoir des patrimoines loués, parce que inflation, etc., indexation, et ça marche moins bien si c'est vacant. Donc je pense qu'il y aura déjà un premier embranchement à ce niveau-là. Après, en France, bien sûr, les experts regardent les cash flows, regardent les taux, mais ils regardent beaucoup les transactions. Et on sait que les transactions sont toujours un peu longues à se mettre en place, sans doute sur le second trimestre. Et il y a toujours un décalage qui est toujours commenté, mais il est technique pour les experts, entre le moment où les transactions ont lieu, sont constatées, sont pris en compte dans les SCPI. On parle souvent de décalage de 6 mois, bien 6 mois, dans la traduction des expertises. D'accord, donc ça veut dire que si j'entends ça, les 6 premiers mois, on a une hausse de taux avec une inflation, ça veut dire qu'on pourra avoir une légère baisse de part des expertises en fin d'année prochaine, si on reste dans un environnement qui est celui qu'on a aujourd'hui ? Marc Bertrand ? Un raccourci un peu rapide. Est-ce que il n'y a pas une relation directe en SCPI entre delta de valeur d'expertise et le delta du prix de part. Donc ça, on l'a observé pas plus tard qu'il y a 18 mois, 2 ans, lors du Covid, où il y a eu globalement un petit ajustement des valeurs d'expertise et les valeurs de part sont restées stables. Voilà, donc, d'accord, on rappelle la règle sur les valeurs de part ?
Alors, c'est plouf plouf. Donc la base, c'est la valeur dite de réalisation, c'est la valeur d'expertise, auquel on rajoute les frais et les droits qui ont été nécessaires pour constituer le patrimoine, donc les droits d'enregistrement des immeubles et la commission de souscription. Ça fabrique une valeur de reconstitution, qui est en général une douzaine, quinzaine de pourcents plus élevée que la valeur de réalisation. Et la loi autorise à fixer le prix de souscription entre plus et moins 10% autour de cette valeur de reconstitution. Ok, donc on peut effectivement avoir une stabilité des valeurs de part, même si les valeurs d'expertise décalent. Oui. Si c'est de l'ordre de 1, 2, 3%, il n'y a pas de nécessité. Marc-Olivier disait il y a de cela quelques instants, les experts, ils aiment bien regarder aussi les transactions. J'aimerais bien savoir quelle a été votre activité aux uns et aux autres sur le premier semestre. Vous avez beaucoup investi. Aujourd'hui, dans l'environnement qu'on est en train de connaître, qui est excessivement mouvant, vous vous dites j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'investir, ou vous dites au contraire j'attends de voir. C'est assez drôle, on a posé la question au CGP, il y a 30% des CGP qui nous disent aujourd'hui dans le patrimoine de nos clients, on ne fait aucun arbitrage par manque de visibilité. Vous êtes en train de vous dire il faut y aller, on a le temps, on peut attendre. Eric ? Alors nous, on a une certaine visibilité et on arbitre beaucoup. Donc on achète beaucoup, d'abord parce qu'on a beaucoup collecté. Ensuite de ça, on profite des anciens, enfin des taux qui sont restés encore favorables. Donc on a pu au premier semestre acquérir encore dans des bonnes conditions. Et on arbitre le patrimoine, là sans aucun état d'âme, notamment lorsqu'il y a des vacances d'immeubles et qu'après ça c'est effectivement difficile à relouer. Donc on préfère vendre de manière immédiate. Donc oui, nous sommes très actifs sur le marché de l'investissement à l'heure actuelle. Vous avez beaucoup collecté au premier semestre ? Oui, on a collecté 400 millions, qui est pour nous un niveau plutôt élevé et qui se rapproche de nos records de 2019. Grégory Frappé, vous avez beaucoup collecté au premier semestre ? En matière de collecte SCPI, on est sur un très fort niveau de collecte, 650 millions d'euros, qui nous rapproche de la tendance de 2019 et 2021. Ok, et de cet argent-là, vous avez tout investi, vous avez gardé en attendant des opportunités, quelle a été la stratégie ? La stratégie, elle est l'investissement de la collecte, parce qu'on sait que la collecte non investie, elle doit être rémunérée auprès des épargnants. On a eu également une stratégie extrêmement dynamique sur nos patrimoines, un programme d'arbitrage, à la fois d'immeubles sur lesquels on a fait le travail et qu'on vend dans très bonnes conditions en générant des plus-values, et des actifs sur lesquels on n'a pas envie de s'engager dans des travaux lourds pour passer le décret tertiaire. La collecte, plus le fruit de ces arbitrages, nous a permis d'être extrêmement actifs sur le marché de l'investissement, avec encore de très bons taux de financement qui permettent de renforcer la performance des SCPI. Et là, maintenant, on va laisser passer l'été pour voir à la rentrée de septembre comment le marché va atterrir. Laisser passer l'été et attendre le mois de septembre, Marc Bertrand, c'est une idée qui vous plaît ou pas ça ? C'est pour appeler à plus d'un titre. Mais plus sérieusement, c'est pareil. Donc on a collecté de l'ordre de 400 millions d'euros sur le semestre. On a été plutôt actif à l'investissement sur les 4 premiers mois. Et en fait, là, on a engrangé des investissements qui doivent se signer avant l'été. Mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout été insistant pour réalimenter, en se disant justement qu'à la rentrée, on est en train de passer d'un marché qui était très favorable aux vendeurs à un marché qui va être très favorable aux acquéreurs. On compte bien en tirer parti. Comme avoir quelques sommes en trésorerie, de toute façon, on peut en avoir un emploi pour rembourser un peu de dette sur les premières échéances, et qu'à hauteur de la capitalisation des véhicules, les sommes disponibles ne sont pas énormes. Oui, on peut assumer un effet de dilution à court terme, mais si c'est pour faire des bonnes affaires plus tard dans l'année, pourquoi pas. Marc-Olivier Penin, la Française ? Alors pour la collecte, on est sur un plus haut, puisqu'on passera la mi-année avec 800 millions d'euros de collecte sur nos SCPI. Collecte, on a entièrement placé en investissement, on est en train de finaliser les derniers investissements importants avant la période d'été. Voilà, on est dans notre marché et je pense que la collecte importante des porteurs de parts, elle est un peu comme nous, c'est-à-dire que le pire quand il y a beaucoup d'inflation, c'est de ne pas être investi. Et être investi dans un produit qui est reconnu pour être un bon hedge sur l'inflation, ça n'est pas très étonnant que d'avoir eu des collectes importantes sur les SCPI. Ok, alors maintenant, on ouvre un chapitre récession.
Je disais tout à l'heure l'évolution des taux, c'est-à-dire début du mois de juin, on a des taux qui flambent parce qu'on ne parle que d'inflation. Et puis à partir du mois, on se retourne et puis on ne parle que de récession. Et de manière assez surprenante, quand on a fait notre sondage auprès des CGP, on leur a posé la question quel est pour vous le risque majeur pour l'avenir. Et puis ils avaient le choix en disant soit l'inflation, soit la récession, soit ni l'un ni l'autre. Et ce qui ressort, c'est la récession à 52% contre 37% pour l'inflation. Alors, double question, est-ce que vous l'intégrez dans vos scénarios macroéconomiques et quel est le risque que ça fait porter et quel risque supplémentaire ça fait porter à l'immobilier, sachant qu'on a quand même une expérience de récession qu'on a vécue relativement récemment, qui était en apparence quand même relativement forte, qui était la crise du Covid. Grégory Frappé. Alors là, on vient de parler de tout ce sur quoi on n'a pas vraiment la main, sauf le pilotage de la dette dans nos SCPI. Nous, on se pose moins la question de la récession que de la santé financière de nos locataires. Et on a voulu être extrêmement proche d'eux depuis 2 ans, et ça va continuer dans l'avenir. On pouvait, par exemple, sur le marché du bureau, se poser la question de la récession et de l'impact sur les mètres carrés, avec en plus les nouveaux usages, les libérations de mètres carrés induites par le télétravail. Nous, ce que l'on constate, c'est que pour les immeubles situés en première couronne parisienne ou en zone tendue, sur lesquels on fait le travail d'asset management, que l'on arrive à servicer, on n'a pas de problématique de demande locative qui s'exprime et on n'a pas de problématique de recouvrement des loyers. Et même avec un peu moins de croissance, on n'imagine pas casser cette dynamique. Ce qui nous oblige en tant que gérant, c'est le travail que l'on doit sur nos actifs, parce que c'est plus la compression des taux qui va créer de la valeur en patrimoine, mais encore et toujours le locataire et le travail que l'on fait à son profit. Donc on n'a pas de crainte spécifique sur la récession. Éric Cosra, sentiment sur le bureau. On a Isabelle qui nous pose la question quel avenir pour les SCPI de bureau? On a eu le phénomène du télétravail, on a cette inquiétude sur la récession. Comment vous voyez les choses? On en a déjà longuement débattu et on voit bien que le bureau est toujours d'actualité. On continue à investir dans des immeubles de bureaux. Il faut bien évidemment être très sélectif, mais je dirais que le débat bureau-télétravail est quand même largement derrière nous. Maintenant, on parle de récession, nous on ne le prévoit pas. On a encore une perspective de croissance économique pour 2022 de 2,5%, ce qui est quand même assez important, hein, notamment dans l'échelle des taux de croissance des dernières années. Les prévisions pour l'instant pour 2023, c'est 2%. Voilà, on sait très bien que ça peut aussi déraper assez vite parce que tout ça, c'est de l'apport extérieur. Hein. C'est le sujet de l'Ukraine, c'est le sujet de la Chine, c'est plutôt un sujet géopolitique important. Mais les fondamentaux sont plutôt assez bons en France, avec là aussi dans le bureau, si pour revenir sur le bureau, c'est-à-dire que les entreprises, elles sont solides, elles sont de qualité et elles sont en capacité à payer leur loyer et à continuer leur activité. C'est ça qui est important dans le bureau. Marc-Olivier Penin, tout à l'heure vous nous parliez de l'inflation en disant on peut les faire passer, et puis je vous interrogeais en disant est-ce qu'il ne va pas y avoir un deuxième effet qui se coule au moment de la renégociation des bails? Est-ce que justement, en fait, on a un peu le sentiment, j'ai un peu le sentiment, je vais plutôt dire, pour être plus honnête, qu'on va redécouvrir vraisemblablement un monde économique qu'on n'a pas connu pendant 15 ans, qui est un monde économique avec des cycles. Alors, les cycles, je vais y venir, mais peut-être surtout, on vit une époque où l'inflation, c'est pas uniquement un choc d'offres, un choc de demande. On a quand même beaucoup de facteurs exogènes aux échanges entre les différents participants à l'équation économique, que sont le début d'une crise, le sortie d'une crise sanitaire pour l'interrogation, parce qu'on voit que la Chine s'est refermée. Ça, c'est un facteur exogène qui vient impacter. On a quand même un début de crise climatique. On voit bien que ça joue sur des secteurs comme tout ce qui est le cours du blé, etc., et l'agriculture au plus large. On retrouve donc une inflation qui est drainée aussi par ces facteurs-là, et pas uniquement par une surchauffe de la consommation. C'est pas l'inflation qui provoquera la récession, c'est la politique de la Banque centrale. Et la politique de la Banque centrale, elle va tenir aussi compte de ces facteurs un peu exogènes, la crise en Ukraine est le troisième facteur. Et donc, là où classiquement vous remontez les taux pour
calmer, on va dire, une consommation trop importante. On n'est pas exactement dans ce cas-là. Et ça, c'est important parce que c'est un moment de marché qu'on n'a pas forcément vécu tous. Et on peut avoir une partie de cette inflation qui perdure même avec un début de remontée des taux. Et je pense que le pilotage des taux, c'est un métier, c'est pas le mien, mais tiendra aussi compte de ça et que la remontée des taux n'est pas forcément l'alpha et l'oméga du fait de juguler l'inflation pour les banques centrales. On voit la montée en puissance d'Éric. Marc Bertrand, on a une question qui est: la SCPI jouera-t-elle son rôle d'amortisseur dans le contexte économique actuel de manière générique? Et j'ai presque envie de la compléter. Est-ce que cet environnement-là ne réhabilite pas la SCPI diversifiée, où finalement on va prendre plusieurs risques sur différents marchés immobiliers et que du coup on va peut-être revenir à la SCPI d'il y a 10 ans? Alors, il y a beaucoup de choses. Hein. On va essayer de faire et vous avez 30 secondes. Essayer de trier. D'abord, je souscris totalement à ce qu'a exposé Greg tout à l'heure, c'est-à-dire que la valeur... J'aimerais pas être à la place des banques centrales pour trouver le chemin de crête entre ne pas étouffer la croissance et juguler l'inflation, parce que c'est assez compliqué. Mais pour ce qui nous concerne, moi je partage tout à fait le fait qu'on est en pleine transition de phase, par exemple sur des produits comme les bureaux, donc il va falloir extraire la valeur sur le terrain et ne pas attendre que des grands paramètres macroéconomiques fassent le job à notre place. On a quand même bien surfé sur la vague de la baisse des taux. Eh ben, elle a une fin et maintenant il faut s'en accommoder. Maintenant, sur la SCPI, la vertu de diversification, oui, elle existe. Alors, elle existe dans des SCPI qui sont elles-mêmes diversifiées entre plusieurs secteurs et entre beaucoup d'immeubles. Et puis après, il y a des SCPI qui, aujourd'hui, par les offres un peu plus récentes, sont très thématiques, mais qui sont elles-mêmes diversifiées en termes de patrimoine à l'intérieur. Le dénominateur commun, c'est qu'on n'est pas exposé à un immeuble, on est exposé à de l'immobilier, avec un I majuscule. Alors, soit c'est le grand I majuscule, parce qu'il y a l'immobilier avec à peu près tout dedans, ou alors c'est de l'immobilier de santé, de l'immobilier de commerce, de l'immobilier de bureau. Là, pour le coup, est-ce que l'assemblage est fait selon les goûts de l'épargnant accompagné par son conseiller, ou est-ce qu'il est fait dans un produit classique diversifié? C'est la SCPI un peu à l'ancienne, qui est peut-être un peu plus rustique et un peu plus indifférencié, mais qui fait le job de produire du rendement immobilier et l'exposition au marché immobilier. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Ok, alors il y en a pour tous les goûts. Alors justement, Grégory Frappé, vous, chez Primonial, vous avez une culture de SCPI spécialisée. Il y a Xavier qui pose la question en disant: quelles seront les clés d'allocation d'actifs de ces investissements en SCPI pour protéger son capital immobilier contre l'érosion de l'inflation? J'ai cru comprendre dans nos échanges que finalement, on considérait quand même que la majorité des familles de SCPI étaient relativement protectrices contre l'inflation. Mais aujourd'hui, vous diriez qu'il y a des classes d'actifs qui sont plus protectrices que d'autres? Moi, j'ai toujours eu la conviction de ne pas proposer à nos investisseurs une SCPI diversifiée, mais plutôt des produits qui soient purs sur le sous-jacent, considérant que c'était au conseiller ou au client de faire sa propre allocation. Le bureau ne se comporte pas comme la santé. Sur la santé, on voit qu'à la force de rappel de la courbe démographique, du traitement de la dépendance, on est plutôt sur un risque de contrepartie de l'exploitant. Le commerce a ses propres fondamentaux, le résidentiel a les siens. Donc, en ce qui me concerne, je préfère gérer ces briques pures qui permettent d'avoir une certaine transparence. Et ce que je voudrais dire peut-être devant votre audience, c'est de ne pas être en culpabilité des marchés. C'est-à-dire que un rendement, c'est la rémunération d'un risque, et chacune de ces classes d'actifs propose un rendement et un risque spécifique. Et le travail du prescripteur, c'est de construire le portefeuille efficient qui correspond le mieux aux attentes de son client. Marc-Olivier, j'ai une question, non pas d'un conseiller en gestion de patrimoine, mais d'un président de conseil de surveillance qui nous a dit dans le questionnaire qu'on lui a envoyé qu'on parlait beaucoup du risque lié à l'inflation et qui s'inquiète sur le contexte fiscal pour préparer, et il reprend une expression qui a été utilisée par le président de la République, une économie de guerre. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des inquiétudes à avoir sur la fiscalité du produit, ou, puisqu'il y a un ministre délégué au logement,
des souhaits à avoir sur la fiscalité des SCPI? Vaste question. Sur les SCPI, je ne sais pas si c'est un avantage, mais on a en tout cas une fiscalité qui est déjà très, très lourde comparée à d'autres classes d'actifs. On ne bénéficie pas effectivement du cap à 30% de la fiscalité comme les marchés actions, voire comme les foncières cotées. Donc on est déjà avec les revenus fonciers fortement taxés. Vous aimeriez quoi, la flat tax? Ce qu'on aimerait, c'est la flat tax comme il y a sur d'autres secteurs, chez d'autres acteurs, y compris immobiliers sur les REITs. Effectivement, ça nous semblerait assez logique. Ouais. Ok, si on regarde les évolutions, donc on voyait le coût du crédit, on sait que depuis la fin du crédit foncier, c'était compliqué de financer des choses à crédit. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que dans notre étude, on montre que majoritairement les distributeurs vendent de la SCPI comptant et que l'assurance vie arrive en seconde position. Vous voyez encore un peu de financement à crédit chez Perial ou pas? Et est-ce que finalement, on pourrait remplacer l'effort que l'on fait régulièrement de rembourser son crédit pour acheter des SCPI par des systèmes d'investissement programmés où on continuera à faire un effort régulier pour rentrer sur des SCPI? Alors je crois que d'abord, c'est qu'on parle beaucoup du crédit, mais que les flux ne vont pas se tarir en termes de crédit. On a un effet de levier qui va être effectivement moins favorable, mais ça va être encore extrêmement intéressant de pouvoir souscrire à crédit, et en plus de ça, avec quand même une compensation fiscale à la clé. Donc ça, c'est la première chose. Après ça, il va falloir qu'on fasse, je dirais, preuve de créativité et de diversifier également nos différentes manières de faire souscrire. Il est vrai qu'on a beaucoup parlé du crédit sur ces dernières années, mais le fondamental, la majorité des associés achètent comptant. Et donc, on a mis en place, nous, toute une situation de versement programmé. On est des spécialistes du démembrement de propriété depuis très longtemps, mais ça n'est pas la majorité des souscriptions qui reste encore l'acquisition comptant. Alors, ce qui a changé ces derniers temps, c'est effectivement l'intervention des compagnies d'assurance vie, pour lesquelles on a vendu beaucoup de supports à travers nos SCPI, et puis maintenant avec également les SCI qui sont des contrats en unité de compte. Et on voit encore l'appétit des assureurs sur un support immobilier, parce que quoi qu'on en dise, on a encore un fonds général qui va rester quand même assez flat pendant longtemps, et puis des actifs boursiers qui, eux, connaissent effectivement une énorme volatilité, et qui, après une très belle année 2021, connaissent une année 2022 catastrophique. Donc on a ce support dans l'allocation d'actifs qui est l'immobilier sous forme de SCPI ou sous forme de CI, et qui est relativement constant, et qui en tout cas protège et rassure l'épargnant. Ok, je termine avec un tour de table très rapide, parce que ça fait déjà 43 minutes qu'on est ensemble, donc on a un tout petit peu débordé. Il y a Jean-Olivier qui nous dit, est-ce que c'est la fin de l'âge d'or des SCPI? Alors, est-ce qu'il faut la poser comme ça? Est-ce qu'aujourd'hui, on rentre très clairement dans une nouvelle ère, dans la façon de fonctionner, éventuellement aussi de vendre les SCPI? Grégory Frappé. Alors moi, je pense que c'est plutôt le début de l'âge d'or, que c'est un produit qui s'est vraiment installé durablement dans le paysage de l'épargne. On est passé en 10 ans de mémoire de 25 milliards à près de 70 milliards d'encours. Tu l'as très bien dit, Eric, c'est un produit qui est très sophistiqué finalement pour un conseiller en gestion de patrimoine, entre le démembrement, l'unité de compte, la souscription à crédit, l'acquisition directe, qui est très différenciant par rapport aux produits taux, qui est beaucoup moins volatile. Et à mon avis, il y a encore beaucoup de pédagogie, d'évangélisation à faire pour aller chercher peut-être des plus petites souscriptions, et les versements programmés sont une des réponses. Marc-Olivier Penin. Non, je pense que c'est un produit qui a beaucoup de qualité. Dans les trimestres qui s'ouvrent, il va falloir faire pas mal d'analyses sur ce qu'il y a dans les portefeuilles immobiliers, bien comprendre, bien guider les épargnants. Sur le bureau, on va chercher des portefeuilles qui ont des actifs récents, avec des grands noms en locataires. On a expliqué pourquoi. On a des secteurs comme la santé qui ont une résilience intrinsèque importante. Et après, voilà, on va pouvoir jouer aussi avec peut-être un peu d'allocation plus high yield pour mettre un peu de rendement et faire un format d'allocation pour le porteur de part qui est plusieurs avantages avec une composition qu'on ira chercher entre résilience et performance. Marc Bertrand.
Non, moi, je ne pense pas du tout qu'on soit, que la notion d'âge d'or soit terminée. Je pense que c'est un produit qui a sa maturité, qui a son assise, qui a traversé des crises. Alors, il a peut-être une carte vermeille à l'échelle du temps parce que il date finalement de 70. Peut-être pas tout à fait. Pardon. C'est 68 pour la civile foncière. Voilà. Bon, mais non, c'est un produit qui a montré liquidité, résilience, diversification. Oui, qui a beaucoup diversifié son offre, qui s'est inséré dans les grands véhicules d'épargne et qui n'a pas fini. Demain, les prochains champs, c'est probablement l'épargne retraite, l'épargne salariale. Donc il y a d'abord, on a beaucoup fait et il reste beaucoup à faire. Éric Cosserin, c'est vous qui allez conclure ? Bien, c'est surtout la fin d'une époque. Je crois on est en train de changer un petit peu de cycle économique. On a des transformations très importantes sur lesquelles tous les gérants ont pris à bras le corps justement avec des nouvelles stratégies immobilières. Et le produit, on en a vu d'autres. Donc depuis plus de 50 ans, on a vu toutes les crises, on a vu tous les cycles économiques, les cycles immobiliers. Et donc on est plutôt bien armé justement pour pouvoir résister. Et la SCPI, c'est le produit résilient par excellence. On nous reproche souvent, lorsque l'immobilier va bien, de ne pas avoir les indexations et les valeurs de part qui augmentent au même rythme que l'immobilier parisien. En revanche, on voit bien que dans des périodes plus compliquées, c'est un produit résilient et réconfortant. Et on a encore beaucoup de choses à faire, justement, pour être un peu plus intégré dans le panorama des produits d'épargne, notamment les produits d'épargne retraite. Donc, il y a du travail et un bel avenir pour la SCPI. Eh bien, nickel, il y a du travail. Et en tout cas, en attendant, vous allez tous partir en vacances. On se retrouvera tous ensemble, donc de mémoire, c'est au mois de décembre. On espère que la visibilité sera un peu meilleure que celle qu'on a aujourd'hui. Parce qu'effectivement, ça bouge tellement actuellement que ça donne envie de prendre des vacances pour voir à la rentrée ce qui se passe. Merci à tous les quatre. On continue cette émission avec le À l'affiche.